Sur une route rurale de l'Arkansas, sous une pluie battante, la colonelle Maya Jackson, héroïne militaire décorée, se retrouve plaquée contre le capot de son SUV, menottée sans justification par un policier dont l'autorité transpire le préjugé. Ce qui aurait pu n'être qu'un épisode de profilage racial révoltant se transforme soudain en un moment historique. Car Maya, avec le calme stratégique forgé sur les champs de bataille et dans les couloirs du Pentagone, compose un numéro. Ce simple geste déclenche une réaction militaire et fédérale d'une ampleur sans précédent. Voici l'histoire d'une femme confrontée à l'injustice, qui utilisa son intelligence, sa dignité et un système qu'elle-même avait contribué à façonner, pour renverser le cours des événements. Prépare-toi à un récit qui ne se contentera pas de t'indigner, mais qui t'inspirera à croire en la puissance de la résistance stratégique. Avant de plonger dans cette narration percutante, laisse-nous un commentaire avec « D'où nous écoutes-tu » Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour rejoindre notre communauté engagée pour la justice et la responsabilité. Abonne-toi pour ne rater aucune histoire comme celle-ci. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la route déserte alors que la colonelle Maya Jackson, 42 ans, franchissait la frontière de l'Arkansas à bord de son Lincoln Navigator. Avec 20 années de service militaire irréprochable, Maya incarnait l'excellence. Des terrains poussiéreux d'Afghanistan aux couloirs lustrés du Pentagone, elle avait surmonté des obstacles que peu pouvaient imaginer, surtout en tant que femme noire dans un système souvent conçu pour l'entraver. Son nouveau poste de commandante d'une unité tactique spécialisée à Fort Chaffee représentait l'apogée de décennies de sacrifices et de détermination. À 7h15, la faim la poussa à s'arrêter dans un petit restaurant en bord de route, Maggie's Country Kitchen, à Pine Bluff. Elle portait un blazer bleu marine et un jean. Sa posture droite trahissait son passé militaire, même si ses vêtements civils la faisaient passer pour une simple voyageuse. En entrant, le tintement de la clochette au-dessus de la porte signala son arrivée. Un silence s'abattit brièvement, et les conversations s'interrompirent. Les regards, oscillant entre curiosité et hostilité à peine dissimulée, se tournèrent vers elle. Maya s'installa dans une banquette près de la fenêtre, déposant à côté d'elle son sac militaire contenant son ordinateur portable. Près de 10 minutes s'écoulèrent avant qu'une serveuse, Betty, ne daigne s'approcher. Elle arborait un sourire figé, qui ne touchait pas ses yeux. « Qu'est-ce que je peux te servir, ma jolie » demanda-t-elle d'un ton condescendant, bien loin de toute amabilité. Maya commanda le petit déjeuner spécial et un café, d'une voix chaleureuse mais posée, la même qu'elle avait affinée dans les zones de guerre. Alors que Betty repartait, Maya perçut un murmure venant d'une table proche. « Maintenant, elles viennent jusque dans notre ville. » Les ricanements qui suivirent lui rappelèrent son enfance dans le South Side de Chicago. Là-bas, son père, vétéran du Vietnam, lui avait appris à garder la tête haute face à l'adversité. « Ils essaieront de te faire sentir inférieur, » lui disait-il. « Mais tiens-toi droite, et laisse ton excellence parler pour toi. » Cette leçon l'avait guidée à travers l'académie militaire de West Point, où elle s'était classée 4e de sa promotion, malgré ceux qui lui conseillaient une voie plus accessible. Elle l'avait portée durant 2 missions en Afghanistan, où elle avait reçu une étoile de bronze pour bravoure sous le feu ennemi, et elle l'avait gardée bien ancrée en elle en naviguant les jeux politiques complexes du Pentagone. Pendant qu'elle prenait son petit déjeuner, son téléphone vibra. C'était un message de sa fille Amara, 17 ans, qui vivait avec sa tante en Virginie. « Mon entretien avec Princeton est confirmé. » Maya sourit, émue, et répondit avec des mots d'encouragement. Elle termina son repas rapidement, laissant un pourboire généreux malgré le service glacial. Une autre leçon de son père, la dignité ne se négocie jamais. Ne leur donne jamais une excuse pour justifier leur traitement. De retour dans son véhicule, Maya avait choisi de prendre une route pittoresque à travers la campagne de l'Arkansas, espérant s'imprégner de cette région qui serait désormais son foyer pour les 3 prochaines années. Les collines ondulantes, drapées de pins, offraient un paysage paisible, presque apaisant. Mais cette tranquillité fut brusquement brisée lorsqu'un véhicule de patrouille apparut dans son rétroviseur, la suivant à une distance constante sur plusieurs kilomètres. Maya vérifia sa vitesse, elle roulait exactement à la limite autorisée. Elle s'assura aussi que sa ceinture était bien attachée. Ce sont là des réflexes profondément ancrés, fruit d'une vie entière, à savoir que pour un conducteur afro-américain, un simple contrôle routier peut virer au cauchemar. Pendant 10 longues minutes, la voiture de police demeura derrière elle, ni trop près, ni trop loin. Une tension sourde s'installait, croissant avec chaque minute. Puis les gyrophares bleus s'allumèrent. Maya actionna son clignotant et se gara prudemment sur le bas-côté, plaçant aussitôt ses 2 mains bien en vue sur le volant. Elle n'avait enfreint aucune règle.
Ses papiers étaient en règle. Mais la durée étrange de cette filature lui laissait pressentir que ce contrôle ne serait pas ordinaire. L'officier Blake Murray s'approcha avec une démarche empreinte d'arrogance. Sa main frôlait son arme, dans une posture inutilement menaçante. « Permis, carte grise, et assurance », ordonna-t-il d'un ton sec, dénué de toute politesse professionnelle. « Puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez, officier ?» répondit Maya calmement, le regard droit, tout en saisissant lentement ses papiers. « Ici, c'est moi qui pose les questions », répliqua Murray d'un ton glacial, transformant l'échange en affront à peine voilé. « Vous conduisiez de façon erratique. » Maya savait que c'était faux. Sa rigueur militaire s'étendait à sa façon de conduire. Mais elle ne protesta pas. Elle hocha simplement la tête et lui remit son permis, sa carte grise et sa carte d'identification militaire, consciente que contester ne ferait qu'aggraver les choses. Murray scruta les documents avec un scepticisme exagéré, haussant les sourcils à la vue de son grade. « Colonel ? C'est élevé pour quelqu'un de ton âge », lança-t-il avec une insinuation mal placée, comme si ses papiers étaient faux. « Oui, monsieur. 20 ans de service, 2 missions de combat », répondit Maya avec fermeté, enregistrant mentalement son nom, Blake Murray, matricule 4872. Alors qu'il faisait le tour du véhicule, il commenta avec mépris, « C'est une voiture chère pour un simple salaire militaire. » Le ton était plus qu'interrogatif. C'était une accusation déguisée. Lorsqu'il mentionna des rapports faisant état de trafiquants de drogue utilisant ce type de voiture, Maya sentit le poids familier du préjugé racial s'abattre sur elle. Pourtant, son visage resta impassible. Un deuxième agent arriva. L'officier Harris. Sans donner d'explication, Murray lui ordonna de sortir du véhicule. « Suis-je en train de refuser d'obtempérer ?» demanda Maya, d'une voix ferme mais respectueuse. La réponse fut brutale. Murray ouvrit violemment la portière et aboya, « Dehors !» Les mains bien visibles. Maya obéit avec la précision d'un entraînement militaire, tout en annonçant calmement qu'elle portait une arme de service conformément aux régulations militaires. Mais au lieu de suivre le protocole, Murray dégaina son arme en hurlant, « Pas un geste !» Une escalade aussi soudaine qu'injustifiée. Harris tenta de l'apaiser, mais Murray ne l'écouta pas. Il plaqua Maya contre le capot, la menotta avec une force excessive, son genou enfoncé dans son dos. Sous une pluie battante, il fouilla son véhicule, jetant au sol ses uniformes et ses médailles, les laissant s'embourber dans la boue. De l'autre côté de la rue, une petite foule s'était formée. Des passants filmaient la scène avec leur téléphone. Maya, toujours calme, activa discrètement la fonction d'enregistrement d'urgence de sa montre militaire, transmettant chaque seconde de l'incident à un serveur sécurisé du Pentagone. Puis elle demanda à passer un appel, un droit que Murray tenta de lui refuser. Ce fut Harris, cette fois, qui intervint enfin. Avec le téléphone en haut-parleur, Maya déclara d'une voix ferme. « Appelle le général Richardson. » La voix grave et autoritaire du général Marcus Richardson, l'officier afro-américain le plus haut gradé de l'état-major interarmé, répondit immédiatement. Maya utilisa un code précis, limpide comme une lame. Colonel Maya Jackson, matricule 87 542 103, mise en œuvre du protocole de sauvegarde. Coordonnées transmises. D'un ton calme, elle ajouta. L'état de Cherokee est compromis. Je demande une supervision aigle. Moins de 15 secondes plus tard, la ligne fut coupée. Mais l'appel avait suffi, elle venait d'activer un protocole de protection conçu pour les officiers militaires de haut rang confrontés à un abus d'autorité. Mercé, moqueur et arrogant, ignorait totalement qu'il venait de déclencher une alerte de sécurité nationale. Au Pentagone, le général Richardson réagit avec une efficacité foudroyante. Il établit une ligne directe avec le gouverneur de l'Arkansas, mobilisa le FBI et la police militaire de Fort Chaffee. Les satellites furent repositionnés pour surveiller la scène. À Pine Bluff, la chef de la police, Gloria Rollins, reçut un appel urgent du Pentagone. On l'informa que la détention de Maya constituait un incident de droit civique, aux implications de sécurité nationale. Pendant ce temps, sur la route, le silence fut déchiré par le grondement des hélicoptères Black Hawk. Un convoi de véhicules fédéraux et militaires fonçait à vive allure. Face à l'arrivée de la police militaire, Mercé commença à douter. Mais son orgueil le poussa à camper sur ses positions. « C'est ma juridiction !» hurla-t-il, même alors que sa radio diffusait des ordres directs de Rollins exigeant la libération immédiate de Maya.
Lorsqu'il tenta une nouvelle fois de l'intimider, l'officier Harris intervint, exigeant les clés des menottes. Paniqué, Mercer tenta de saisir une arme secondaire. Harris le plaqua au sol avec maîtrise, évitant de justesse une tragédie. Les forces militaires établirent rapidement un périmètre. Mercer fut arrêté pour agression sur un officier fédéral. Son autorité s'effondra, captée en direct par les caméras et les téléphones des témoins. 6 mois plus tard, Maya, désormais promu général de brigade, témoigna devant la commission judiciaire du Sénat. Son uniforme scintillait sous les projecteurs, symbole d'une dignité conquise. Son affaire avait inspiré la loi de protection militaire Colonel Jackson, un texte historique établissant des protocoles contre la discrimination policière envers les militaires, et lançant des réformes plus larges en faveur de tous les citoyens. À Pine Bluff, le service de police fonctionnait désormais sous un décret de consentement fédéral. Une nouvelle chef, résolue à la réforme, y avait pris la tête. 1 an plus tard, de retour chez Maggie's Country Kitchen, Maya commanda le même petit déjeuner qu'avant. Elle remarqua les affiches prônant l'unité communautaire, accrochées au mur du restaurant, désormais sous une nouvelle direction. Une jeune officière de l'armée de l'air s'approcha d'elle, émue. « Votre résistance a changé la manière dont on nous traite. » Alors qu'elle roulait sur la route où tout avait commencé, Maya songea à l'appel qui avait tout bouleversé. Pas seulement celui qui avait alerté le Pentagone, mais celui qui avait résonné dans la conscience collective du pays, appelant à la responsabilité là où régnait autrefois le pouvoir aveugle. L'histoire du colonel Maya Jackson nous rappelle que le changement ne surgit pas toujours dans le fracas, mais parfois dans le calme stratégique de ceux qui refusent d'être réduits au silence. Son courage transforma un moment d'injustice en un mouvement de justice. Elle prouva qu'une seule personne, armée de dignité et de stratégie, peut défier des systèmes entiers. Et toi, qu'est-ce qui t'inspire dans son parcours? Crois-tu que le courage individuel peut changer un système brisé, ou faut-il davantage? Dis-nous d'où tu nous écoutes et partage tes réflexions en commentaire. Like si tu crois en la justice et abonne-toi pour d'autres histoires qui montrent que le changement est possible, même face aux plus grands obstacles. Partage cette vidéo pour inspirer d'autres à se lever avec bravoure et stratégie face à l'injustice.